On va parler dans cette vidéo du syndrome hémorragique de l'enfant. Et la première partie va s'intéresser donc au diagnostic, soit positif ou de gravité. Donc, un syndrome hémorragique correspond à des saignements extériorisés ou non, spontanés ou provoqués par des traumatismes minimes. La condition, c'est des traumatismes minimes. Ils sont caractérisés par la répétition dans un ou plusieurs territoires et leur liaison à un trouble de l'hémostase congénitale ou acquis. C'est une urgence pouvant menacer le pronostic vital, donc nécessite des mesures de réanimation hématologique. Et devant tout syndrome hémorragique, avant de commencer donc le bilan étiologique, il faut toujours évaluer donc la gravité et le risque vital. Comment on va donc découvrir ou évoquer un syndrome hémorragique, c'est-à-dire les circonstances de découverte. Dans deux situations. La première situation, c'est au cours d'un événement clinique évocateur, que ce soit un saignement minime ou un saignement donc important, qu'il soit cutané, pétichie, ecchymose, qu'il soit muqueux, épistaxis, gingivorragie, ou qu'il soit viscéral, hématémèse, hématuré. Deuxième situation, c'est au décours d'un bilan biologique anormal, prescrit soit à la suite ou dans le cadre de la préparation d'une chirurgie ou dans le cadre d'un bilan d'exploration au cours d'une pathologie sous-jacente. Donc à ce moment-là, on va commencer notre interrogatoire à la recherche des antécédents hémorragiques personnels, leur date de début, le type de saignement qui a été remarqué, est-ce qu'il était cutané, muqueux, viscéral, articulaire, le caractère, est-ce que c'était spontané ou provoqué par un traumatisme minime, l'abondance de ces saignements, l'existence d'antécédents d'anémie ou de traitement, donc retentissement de ces saignements, et ou bien la prise également, il faut rechercher la prise de certains médicaments récemment prises, surtout ceux qui interfèrent avec l'hémostase, à savoir les antiplaquettaires et les antithrombotiques. Comme on recherche des antécédents hémorragiques personnels, on doit rechercher également des antécédents hémorragiques familiaux. Ici, on a plein de sujets, donc plusieurs sujets qui sont atteints, on peut établir un arbre généalogique. Notre examen clinique, il a deux buts. Le premier but, c'est rechercher des signes évoquant la maladie hémorragique. Et deuxième, c'est rechercher le retentissement. Donc, celui qui évoque, et troisièmement, bien sûr, rechercher les signes qui peuvent orienter vers une pathologie sous-jacente. Donc, pour les signes évoquant une maladie hémorragique, c'est de rechercher le saignement, un saignement cutané, purpura pétichiale echymotique, un saignement muqueux, donc à l'examen de la bouche, du pharynx, un saignement profond, par exemple un saignement musculaire, un hématome, ou bien un saignement intra-articulaire, comme le cas d'une hémarthrose. On recherche le retentissement, donc en recherchant une palaire ou des signes évoquant une anémie, en particulier une carence martiale. Et puis on fait un examen clinique complet à la recherche d'une pathologie sous-jacente qui peut expliquer ce syndrome hémorragique, à savoir une insuffisance hépatique, une insuffisance rénale, une infection quelconque, une maladie de système ou maladie auto-immune, une hémopathie maligne ou autre. En arrivant aux examens paracliniques, on va faire certainement un groupage sanguin, si ça nécessite donc un remplissage ou une réanimation hématologique rapide. Et on va explorer les différents stades de l'hémostase. On commence par l'exploration de l'hémostase primaire, donc qui va comporter une formule qui va nous orienter sur le taux de plaquettes, mais également le retentissement, donc l'anémie. On va vérifier l'anémie, on va vérifier également, en cas d'infection, l'atteinte des globules blancs. Et on fait un frottis sanguin qui va nous orienter vers la taille des plaquettes, la morphologie des plaquettes, des inclusions intracytoplasmiques des les autres cellules donc, hématopoïétiques,
Et bien sûr, on fait un temps de saignement qui est actuellement dépassé, vu qu'il reste un geste invasif et qu'il est peu reproductible, remplacé actuellement par le temps d'occlusion plaquettaire in vitro, qui est sensible, mais il reste non prédictif du risque hémorragique. On fait un dosage quantitatif et qualitatif du facteur de von Willebrand et on fait l'étude des fonctions plaquettaires, adhésion et agrégabilité plaquettaire. Quand tous ces examens sont normaux, on peut aller faire le taux de prothrombine résiduelle, comme on peut faire une étude en biologie moléculaire à la recherche des gènes impliqués dans les pathologies plaquettaires. Si on trouve une thrombopénie et on suspecte l'origine centrale, on fera certainement une ponction de moelle avec un myélogramme. Le deuxième stade de l'hémostase, c'est l'exploration de la coagulation. Donc un temps de coagulation pour exploration des deux voies de la coagulation, qui sont la voie endogène par le temps de céphaline activée et la voie exogène par le temps de Quick. Quand on a un allongement de temps de céphaline activée, donc on aura certainement soit un déficit en facteur anti-hémophilique 8 et 9, soit un déficit en facteur 11. C'est vrai qu'elle explore également le facteur 12, mais celui-ci, il est non hémorragique. Quant au temps de Quick, il s'intéresse au dosage des facteurs 2, 5, 7 et 10. Alors, on le sait très bien que seulement les facteurs 2, 7, 9 et 10 ont une synthèse dépendante de la vitamine K. Donc, si on a une association en plus avec une baisse du facteur 5, cela signifie qu'il s'agit bien d'une insuffisance hépatocellulaire au lieu d'une carence plutôt qu'une carence en vitamine K. Lorsqu'on a une association d'un allongement de temps de céphaline activée et le temps de Quick, on pensera certainement aux facteurs communs qui sont le déficit en facteur 2, 5, 10 ou bien ou déficit en fibrinogène. Le troisième stade de l'hémostase, c'est la fibrinolyse. Donc, on étudie la fibrinolyse en étudiant le temps de lyse d'un caillou in vitro. On peut faire le dosage du fibrinogène, plasminogène, les activateurs de fibrinolyse, comme on recherche également les taux de produits de dégradation de fibrine, ainsi qu'on peut faire également le dosage des dimères. D'autres explorations peuvent se faire pour orienter le diagnostic étiologique, tel qu'un test de Coombs, une fonction hépatique, une fonction rénale. Après le diagnostic, donc positif, clinique, paraclinique, donc qui peuvent nous orienter également vers l'étiologie, on passera au diagnostic de gravité. La gravité d'un syndrome hémorragique dépend certainement de son abondance, également de sa dynamique d'extension. Donc il est d'autant plus grave qu'il y a une rapidité d'extension du saignement ou d'un purpura. Et la présence, donc l'abondance, la présence d'hémorragie muqueuse ou viscérale. L'extension d'un syndrome hémorragique est appréciée par un score appelé le score de Buchanan. Alors, le score de Buchanan comporte 5 grades. Le grade 0, il n'y a aucun risque et il n'y a aucun signe clinique. Au grade 1, c'est un risque minime où on a seulement un saignement cutané à type de pétiché moins de 100 pétiché et des ecchymoses moins de 5 dont le diamètre ne dépasse pas 3 cm et pas de saignement muqueux. Le grade 2, toujours pas de saignement muqueux, mais le nombre l'atteinte cutanée est plus importante avec plus de 100 pétichés et plus de 5 ecchymoses dont le diamètre peut dépasser les 3 cm. Quant au grade 3 ou le grade modéré, à ce moment-là, il y a un saignement de muqueuse mais qui ne nécessite aucune intervention. Le grade 4 qui est sévère, il y a des saignements de muqueuse, nécessite un geste donc pour les arrêter, ou bien on suspecte une hémorragie interne. Le grade 5, qui est le plus sévère, il peut mettre en jeu le pronostic vital, c'est les hémorragies profondes, les hémorragies intracrâniennes et les hémorragies internes.
En plus donc de la rapidité, comme on a dit, et de l'extension et l'abondance, il y a la localisation, il y a le retentissement. Donc, on peut avoir le retentissement sur l'état hémodynamique et à ce moment-là, on doit l'apprécier par le temps de recoloration cutanée, par l'examen des extrémités avec l'appréciation de la fréquence cardiaque et de la pression artérielle. Une instabilité hémodynamique doit suspecter certainement soit une anémie mal tolérée ou un sepsis. On doit également voir le retentissement sur l'état neurologique, à la recherche d'un syndrome méningé, des signes de localisation sensitive-moteur ou des troubles visuels, ainsi que la présence d'une altération de l'état de conscience. Donc, je vous remercie de votre attention et j'espère que vous allez suivre la deuxième partie qui s'intéresse aux étiologies.